On va maintenant entamer un nouveau module dans cette formation au Trading Forex avec un module sur l'analyse fondamentale. Donc on a vu au tout début de la formation brièvement ce qui était l'analyse fondamentale. On va maintenant voir ça un peu plus en détail. Donc concrètement, qu'est-ce que l'analyse fondamentale? C'est l'analyse des conditions économiques. C'est-à-dire que quand on fait de l'analyse technique, on étudie les graphiques, on étudie le comportement des devises elles-mêmes. Quand on fait de l'analyse fondamentale, on étudie les conditions économiques, donc les sous-jacents économiques qui sont censés être à l'origine des mouvements qu'on observe sur les devises. Par exemple, dans le cas de l'euro-dollar, si on veut analyser cette paire d'un point de vue fondamental, il faudra qu'on analyse les conditions économiques de la zone euro et celles des États-Unis. Donc oui, on se rappelle bien que l'euro-dollar implique l'euro, mais implique aussi également le dollar. Donc l'euro c'est la zone euro et le dollar c'est les États-Unis. C'est donc ces deux zones économiques qui vont nous intéresser dans le cadre de l'analyse fondamentale de la paire euro-dollar. Mais en substance, on parle de conditions économiques, mais il s'agit également de tenir compte de tout ce qui peut influencer le forex hors facteur économique. On a déjà vu des attentats ou des tremblements de terre avoir une influence sur le forex. Donc ça aussi, c'est à ranger dans l'analyse fondamentale. L'analyse fondamentale, c'est tout ce qui influence le forex hors analyse technique. Donc le premier facteur à prendre en compte dans l'analyse fondamentale, la première donnée économique qu'on doit prendre en compte, la plus importante, c'est les taux d'intérêt. On en entend souvent parler quand on est dans le monde de la finance, mais dans la vie de tous les jours, on n'est pas forcément conscient que les taux d'intérêt sont en réalité la véritable base de l'économie. Alors par taux d'intérêt, j'entends taux directeur défini par les banques centrales. Alors qu'est-ce qu'un taux directeur ? C'est donc un taux qui est défini par une banque centrale et sur lequel vont se baser toutes les banques du pays pour accorder des crédits, faire des prêts, etc. Donc théoriquement, quand on a une banque centrale qui augmente son taux de 1%, les crédits immobiliers vendus par les banques du pays, par exemple, seraient censés augmenter d'environ 1%. Donc en substance, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner lieu à une situation où, quand on a des taux élevés, on a un crédit qui est cher, et si c'est cher d'emprunter de l'argent, on investit moins et on consomme moins. Donc si on investit moins et qu'on consomme moins, il y a une baisse de la croissance. À l'inverse, si on a des taux faibles, on va avoir un crédit qui est abordable. On va donc avoir une hausse de l'investissement et de la consommation. On va faire des crédits pour pouvoir investir et consommer, ce qui va générer de la croissance. Donc, si on suit la théorie économique, des taux faibles devraient profiter à la devise concernée. Si on a des taux faibles en Europe, ça devrait soutenir la croissance européenne et donc soutenir l'euro. On verra que dans la réalité, c'est assez rarement le cas. Et on verra que il y a deux manières d'analyser les taux d'intérêt. Donc justement dans la pratique, on remarque que les hausses de taux ont un effet au contraire bénéfique à court terme sur les devises concernées. On vient de voir que si on fait une analyse purement économique et purement logique, une baisse des taux devrait profiter à la devise concernée. Pourquoi? Parce que ça va stimuler l'économie du pays correspondant et ça va profiter à sa devise. Plus l'économie d'un pays est forte, plus sa devise sera forte. Mais dans la pratique, on remarque que les hausses des taux ont un effet au contraire bénéfique à court terme sur les devises. Pourquoi? Parce que plus un taux est élevé, plus les sommes placées dans la devise concernée seront rémunérées et plus il sera intéressant de détenir cette devise. En gros, si les taux d'intérêt dans un cas fictif sont à 5% en Europe, si je détiens des euros, je suis rémunéré à 5% par an. Donc dans ces cas-là, rien que le fait de détenir la devise, ça va devenir intéressant. Et on va assister donc à une arrivée massive de capitaux étrangers et internes vers la devise, ce qui va faire progresser mécaniquement par la loi de l'offre et de la demande son cours. On va voir aussi que on peut expliquer ça plus en détail
avec le carry trading, hein. C'est une technique de trading généralement pratiquée par les banques et les très gros intervenants, hein, donc à coût de dizaines de millions de dollars, et qui vise à profiter non pas des variations du cours des devises, mais des taux d'intérêt qui sont associés aux devises, hein. Donc, dans la pratique, comment ça se passe? On prend une position et puis on la conserve pour profiter de ce qu'on appelle d'un différentiel de taux, hein. Donc, qu'est-ce qu'un différentiel de taux? Je vous rappelle que quand on intervient sur l'euro-dollar, on s'intéresse à l'euro et au dollar. Donc, si on essaye de faire un point du point de vue des taux d'intérêt, il faut s'intéresser au taux directeur de la Banque centrale européenne et au taux directeur de la réserve fédérale américaine, hein. Donc prenons un cas fictif où les taux américains seraient à 0%, hein, ce qui est actuellement presque le cas, et où les taux européens seraient à 3%. Bah, dans ces cas-là, on a un différentiel de taux de 3%, hein. On a 3% en Europe et on a 0% aux États-Unis. La différence, c'est 3%. Ce qu'il faut savoir, il faut faire attention à la paire de devises sur laquelle on intervient dans le cadre du carry trading, parce que ça va dépendre la place de la devise dans la paire, hein, si c'est la première ou si c'est la deuxième, bah, ça va dépendre de si on reçoit son taux ou si on le paye. Je m'explique. Quand on achète de l'euro-dollar, le mécanisme financier sous-jacent, c'est quoi? C'est que je vends du dollar, hein, pour acheter de l'euro. Ça veut dire ça, en gros. Acheter de l'euro-dollar, c'est vendre du dollar pour acheter de l'euro. Donc, si je vends du dollar, je donne les taux d'intérêt américains, je paye les taux d'intérêt américains. Et si j'achète de l'euro, je reçois les taux d'intérêt européens, hein. Donc là, si j'achète de l'euro-dollar, je reçois les taux d'intérêt européens, 3%, et je paye les taux d'intérêt américains, 0%, ce qui veut dire rien, hein. Donc au total, acheter de l'euro-dollar grâce au différentiel de taux, ça rapporte, dans notre cas fictif, 3%, 3% par an, hein. Et on va voir le résultat que ça peut donner, hein. Donc, si on achète un lot de 10 000 unités d'euro-dollar avec un levier de 100, on va mobiliser un capital de 100 dollars, hein. Je vous rappelle les calculs de marge, hein. On divise la taille de notre lot par notre levier et ça nous donne le capital qu'on utilisera. Donc, pour acheter notre lot de 10 000 unités d'euro-dollar, on va utiliser 100 dollars. Sur un an, on va gagner donc 3%, hein, le différentiel de taux, on va gagner 3%, c'est-à-dire qu'on va gagner en numéraire, hein, donc 10 000 unités fois 3%, on va gagner 300 dollars. Ce qui va nous donner, par rapport aux 100 dollars qu'on a réellement investi, une performance de 300% en un an uniquement en conservant la position. Alors c'est plus du trading, hein, on ne fait pas de l'achat-vente, on achète, on tient la position et on reçoit les taux d'intérêt, hein. Tout simplement en gardant la position, on achète et puis on tient la position, hein. Alors à l'inverse, hein, si au lieu d'acheter de l'euro-dollar, dans ce cas fictif, on avait vendu de l'euro-dollar, là on aurait payé le différentiel de taux, hein, donc on aurait payé 3% par an, on aurait eu une perte de 3% par an, rien qu'en gardant la position, hein. Donc on voit que ça peut vite être très intéressant, hein, parce qu'on voit que par exemple sur les paires de devises comme AUD, USD, donc le dollar australien contre le dollar américain, on a des différentiels de taux très très intéressants et donc on se dit bah c'est peut-être ça le plus intéressant à faire sur le forex, tenir des positions, profiter du différentiel de taux d'intérêt et voilà, hein. Seulement il y a un petit problème à ça, c'est que dans la pratique c'est non accessible aux particuliers. Ce qui est dû à l'organisation du marché du forex, hein. Vous savez que, en gros, hein, nous les particuliers, on n'intervient pas sur le même forex que les banques et les institutions financières, qui sont elles reliées directement au marché, hein. Nous, on a, pour faire simple, hein, les banques et les institutions financières sont reliées directement au marché, et nous, on est reliés au marché via notre broker. Et on a vu au début de la formation que le broker, les seuls frais appliqués par les brokers, c'était les spreads. C'est pas totalement vrai, vu que les brokers prennent également des commissions, hein, sur ces taux d'intérêt, hein. Si bien que ça devient pas du tout intéressant de faire du carry trading en tant que particulier,
Pourquoi? Parce que les commissions vont faire que vous allez au final presque rien gagner. Au lieu de gagner 3% par an, vous allez gagner 0,1% ou des choses anecdotiques comme ça, hein. Donc, le carry trading est pratiqué avec profit par les banques centrales et par les grandes institutions financières. Donc ça, pourquoi on vous explique ça? Parce que ça explique justement l'illogisme de la réaction du marché par rapport aux hausses des taux, hein. Une hausse des taux, elle devrait brider l'économie d'une zone économique, hein, et donc pénaliser sa devise. Et on voit que à cause du carry trading, on a les hausses des taux qui sont justement bénéfiques aux devises qui sont concernées, hein. Donc nous, on retient simplement que hausse des taux, ça signifie que la devise va très certainement progresser, mais on ne peut pas profiter du carry trading, hein. On va maintenant parler des conditions économiques. Bien sûr, quand on analyse le forex d'un point de vue fondamental, donc on prend en compte les taux d'intérêt, qui est une composante, hein, des conditions économiques, hein. Mais il y a d'autres facteurs dont on va tenir compte: la croissance, bien sûr, l'emploi, le chômage, la consommation, l'inflation, etc., hein. Donc, on va vraiment tenir compte de tous ces facteurs économiques, et puis surtout, on va les analyser pas n'importe comment. C'est ce qu'on va voir maintenant, hein. On va faire une analyse comparative, hein. C'est-à-dire que, encore une fois, on revient au fait que quand on achète de l'euro-dollar, on parle entre guillemets non seulement d'Europe, mais on parle aussi des États-Unis, hein. Donc il va falloir analyser comparativement Europe et États-Unis, en se disant que théoriquement, si l'économie d'un pays est forte, sa devise devrait s'apprécier, hein. Donc si on a en gros une économie américaine qui est forte, sa devise devrait progresser. Si on a une économie européenne qui est forte, sa devise devrait progresser, hein. Donc on voit bien que là, il suffit pas d'analyser une zone économique puis l'autre, hein, de manière séparée. Ce qu'il faut faire, c'est comparer les deux zones économiques, hein, et essayer de répondre à la question: quelle économie est la plus forte, États-Unis ou zone euro? Et si la réponse est États-Unis, théoriquement la paire euro-dollar devrait baisser. Et si la réponse est zone euro, théoriquement la paire euro-dollar devrait progresser. On va voir que dans la pratique, c'est pas exactement ça qui se passe, hein, mais on va d'abord parler des sources d'informations qui peuvent nous donner une idée des conditions économiques, hein. Donc, on va avoir des discours de politique économique, hein, lorsque des ministres des Finances, par exemple, s'expriment. On va avoir les discours des banques centrales, hein. Donc on a un discours mensuel pour la Réserve fédérale et un discours mensuel pour la Banque centrale européenne, hein. Donc ça, pareil, on connaît les dates, on connaît les heures, on peut rester attentif en temps réel. Il y a les statistiques économiques qui sont une source d'information vraiment très importante, d'autant plus importante que les statistiques sont publiées à heure fixe, hein. C'est-à-dire que quand c'est prévu qu'une statistique soit publiée à 14h30, c'est pas à 14h30 et 10 secondes, ou même 15 secondes, ou même 5 secondes, c'est 14h30 pile pour tout le monde au même moment, hein. Donc c'est ça qui fait aussi la force du Forex, c'est que l'information est accessible de la même manière pour tout le monde au même moment, ce qui évite toutes les manipulations de marché et délits d'initiés qu'on peut rencontrer sur les actions, hein. Et enfin, autre source d'information essentielle, les agences de notation, dont le rôle a été mis en lumière par la crise de la dette européenne, hein. On a vu que désormais, il faut composer avec l'avis des agences de notation, et que les notations qu'elles distillent aux dettes des pays ont une influence considérable sur les devises concernées, hein. Quand on a des pays de la zone euro qui sont dégradés, hein, comme ça a été le cas pour la Grèce, hein, et pour d'autres pays de la zone, on a vu que effectivement l'euro en était très affecté. Donc on voit bien que les agences de notation peuvent avoir une grande influence sur le forex, hein. On va maintenant essayer d'apprendre comment analyser ces données économiques, hein. On a vu où trouver l'information, on a l'information. Maintenant, on va essayer de voir comment analyser cette information, hein. Donc vous allez me dire, c'est assez simple.
on va regarder une statistique et on va voir si elle est bonne et mauvaise, hein, bonne ou mauvaise. Hein. Donc c'est assez facile, mais la notion de bonne ou mauvaise, elle est assez floue sur le forex. Et en fait, il va surtout falloir s'intéresser non pas à la statistique elle-même, mais à la différence entre la statistique elle-même, hein, sa réalité effective, et ce que le marché attendait. Le consensus. Hein. Donc on va pas essayer de savoir si une statistique elle est encourageante ou pas. Hein. On va la comparer à ce que le marché attendait. Hein. Donc par exemple, si on a une statistique qui est en hausse, hein, elle peut être considérée comme une mauvaise nouvelle si le marché anticipait une hausse encore plus prononcée. Hein. Si on anticipait un PIB en hausse de 3% et qu'il se révèle en fait en hausse que de 2%, ça va être une mauvaise nouvelle. Hein. De la même manière, si on a un PIB qui est en hausse de 5%, ce qui est vraiment un taux de croissance très intéressant. Si on avait prévu encore plus, 6 ou 7%, les 5% seront considérés comme une mauvaise nouvelle, alors que d'un point de vue économique, ça reste une très bonne nouvelle. Hein. Et à l'inverse, on pourra avoir des statistiques faibles qui pourront être considérées comme des bonnes nouvelles si les prévisions étaient encore pires. Hein. Par exemple, si on a un taux de chômage à 10%, ce qui est quand même très élevé, on va pouvoir considérer ça comme une bonne nouvelle si jamais le marché avait prévu que le taux de chômage atteigne les 12%. Donc c'est le plus important quand on essaye d'évaluer l'impact qu'une statistique peut avoir sur le forex, c'est de comparer les chiffres réels à ce qu'attendait le marché. Hein. Vous avez ça dans tous les calendriers économiques, dans beaucoup de calendriers économiques, et puis sur les plateformes de trading aussi en général, vous avez la synthèse des attentes du marché, et puis vous pouvez comparer ça à ce qui sort effectivement quand la statistique est publiée. On va illustrer tout ça avec en parlant de l'importance de la psychologie de marché sur la paire euro-dollar. Donc, on va étudier ce cas particulier en prenant le cas d'une statistique américaine qui serait satisfaisante, donc qui serait supérieure aux attentes, qui serait meilleure qu'attendue, et qui peut avoir deux impacts, positifs ou négatifs sur la paire euro-USD. Ce qui vient contredire ce qu'on a dit précédemment. On a dit précédemment qu'une économie américaine forte devrait profiter au dollar. On va voir que dans certains cas, ça profite plutôt à l'euro en raison de la différence qu'il y a entre l'euro qui est considéré comme une devise spéculative et le dollar qui est considéré comme une valeur refuge. Donc euro, pourquoi devise spéculative? Parce que on a des pays dans la zone euro qui sont des pays assez faibles, mais qui ont pour autant un potentiel de croissance important. Donc c'est un petit peu un pari sur l'avenir, l'euro. C'est aussi une devise qui est jeune. À l'inverse, le dollar, c'est une monnaie refuge historique. On se rappelle qu'à une époque, toutes les devises du monde étaient liées au dollar, et le dollar était lié à l'or. Donc ça a bien sûr marqué les esprits et marqué l'esprit collectif, on va dire, du marché. Et le dollar, malgré les déboires budgétaires actuels des États-Unis, ça reste une valeur refuge de premier plan. Donc quand le marché a peur, le marché va se réfugier par exemple sur le dollar. Et quand le marché a peur, le marché va fuir l'euro, parce que l'euro c'est plutôt une devise qui est considérée comme bien exposée à la croissance. Donc c'est une devise qu'on va préférer quand on a de l'optimisme. Donc à ce stade, on peut déjà dire que l'optimisme en général profite à la monnaie européenne, et le pessimisme en général peut profiter au dollar. On va donner un exemple. Par exemple, si le marché est optimiste, cette statistique américaine satisfaisante, elle va plutôt profiter à la monnaie européenne, parce que le marché réfléchira de manière optimiste. Et il va se dire, si on a une économie américaine forte, bon, certes, ça va profiter au dollar, mais ça va aussi profiter à la croissance globale, l'économie américaine étant un des moteurs de la croissance mondiale. Et si la croissance mondiale progresse, ça va très certainement profiter à la monnaie européenne. Donc on va avoir un raisonnement optimiste de ce type, ce qui va donner lieu à quoi? Ce qui va donner lieu à une hausse de l'euro
face à une statistique américaine satisfaisante, hein, ce qui est un petit peu paradoxal, mais ça, c'est vraiment le point de base, hein, de la psychologie de marché, hein, ce genre de comportement. Et à l'inverse, si le marché est plus pessimiste, bah, cette statistique elle profitera au dollar, hein, d'autant plus que les opérateurs souhaiteront se réfugier sur cette devise. Hein. Donc ils se diront en gros, bah, cette statistique américaine satisfaisante, hein, c'est une raison de plus que je reste protégé sur la valeur refuge qui est le dollar. Hein. Donc on va pouvoir relever plusieurs devises qui vont avoir ce comportement-là. Hein. Donc en premier lieu, bien sûr, le dollar. Il y a aussi le franc suisse, hein, qui va se comporter plutôt comme ça, et il y a aussi le yen qui va être aussi considéré comme une valeur refuge. Hein. Donc qu'est-ce qu'on doit retenir à ce stade-là? On doit retenir que l'euro est une devise plutôt spéculative et que le dollar est une valeur refuge. On doit retenir que un optimisme ambiant profite à l'euro, tandis que le pessimisme profitera plus au dollar. Hein. Et on va retenir qu'il y a deux devises comme le dollar qui sont considérées comme des devises refuges, à savoir le franc suisse et le yen japonais. Hein. Dans la pratique, on va voir qu'il est cependant très difficile de profiter des publications statistiques. Hein. Déjà, on l'a vu, on ne peut pas tellement savoir si une statistique va avoir tel impact ou tel impact. Hein. Même si on la connaissait par avance, parce qu'on a vu qu'une statistique américaine satisfaisante peut avoir deux impacts. Hein. De même que les taux d'intérêt. Hein. Les taux d'intérêt peuvent avoir un impact positif. Une hausse des taux, par exemple, peut avoir un impact positif parce que ça va améliorer la rémunération des dépôts en euros et attirer des capitaux, mais ça peut aussi avoir un impact négatif parce qu'on peut se dire une hausse des taux, ça va freiner la croissance. Hein. C'est pareil avec les publications statistiques. Hein. On voit bien que face, par exemple pour l'euro-dollar, hein, face à une même statistique, hein, le marché peut réagir de deux manières différentes en fonction de s'il est plutôt optimiste ou pas. Hein. Donc dans la pratique, il va être très difficile de profiter des publications statistiques. Déjà parce qu'on a une réaction instantanée des devises, aucun temps d'analyse. Hein, je vous l'ai dit, une statistique est publiée à la seconde près et le marché décale à la seconde près également. Hein, les opérateurs ont entre guillemets le doigt sur la gâchette et le marché bouge vraiment à la seconde près. Donc on n'a pas le temps de prendre connaissance des chiffres et de se dire ils sont bons ou mauvais ou quoi que ce soit. Et en plus, même si on avait le temps de prendre connaissance des chiffres, hein, il est difficile de prévoir le comportement du marché en raison de la psychologie de marché justement. Donc, à quoi ça va nous servir de savoir tout ça dans la pratique, dans notre activité de trader forex particulier? Ça va nous servir à deux choses, hein, à appliquer deux stratégies différentes. La première qui est très risquée, qui pourra s'appeler la stratégie du vautour ou alors pourquoi pas la stratégie du passager clandestin, où on va attendre que la statistique soit publiée, on va regarder dans quel sens le marché part, et on va prendre le train en marche, hein, c'est-à-dire prendre le train, prendre une position dans le sens dans lequel le marché a décalé suite à la publication de statistiques. Hein. Donc ça c'est très 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 risqué. Pourquoi? Parce que le marché a souvent des mouvements très violents suite aux publications de statistiques influentes. Donc je vous recommande en premier lieu de ne pas faire ça. Et ce que je vous précise, si vous tenez absolument à le faire, c'est que quand vous le faites, il faut sortir très vite. Il ne faut pas être trop gourmand, il faut se mettre dans le sens de la tendance et puis sortir quelques secondes après, hein, en ayant engrangé parfois que quelques pips, hein, ou quelques dizaines, hein, si la statistique est vraiment très influente et qu'elle fait beaucoup décaler les cours. Hein. Donc, gardez en tête que c'est très risqué, c'est déconseillé, mais que si on ne peut pas s'empêcher de le faire, il faut vraiment sortir très vite de la position quand on le fait. Hein. Il y a un autre moyen de se servir des publications de statistiques qui consiste en quelque sorte à repérer des niveaux importants grâce aux publications de statistiques en se servant des variations extrêmes qui suivent certaines statistiques. Après des chiffres très influents, on va avoir des variations extrêmes de la devise, hein, des plus hauts, des plus bas, etc. Donc dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? On attend un petit quart d'heure, 20 minutes après la publication de la statistique influente. On regarde le plus haut qui a été atteint et le plus bas qui a été atteint au cours de cette période. On les pointe comme niveau important, tout simplement. Hein. Pourquoi? Parce que c'est des niveaux dont le marché a
quand même tenu compte dans la panique. Il est monté, il s'est arrêté à un certain moment, il est redescendu, il s'est arrêté à un certain moment, et tout ça dans la panique, dans la rapidité. C'est un peu comme si on avait le voile qui était levé sur les intentions du marché et sur les niveaux que le marché considère comme importants, hein. Donc, on va tester des niveaux, et ces niveaux qui seront testés, on pourra les considérer comme des niveaux importants par la suite, hein. Donc, concrètement, on attend que la statistique soit publiée, on attend un quart d'heure, 20 minutes après la publication statistique, on pointe le plus haut qui a été atteint pendant la pendant les 15 minutes qui suivaient la statistique, on pointe le plus bas également, et on regarde ce qui se passe, hein. Alors ça, on le fait quand il y a une influence sur la statistique, hein, quand ça bouge beaucoup. Si la statistique fait pas du tout bouger les cours, il n'y a absolument aucun intérêt à faire ça, hein. On va maintenant voir comment se protéger des publications de statistiques avec la technique du hedging, hein, en français couverture de position, qui consiste en gros à prendre une position inverse à la position en cours, hein. Donc le cas, le cas pratique, c'est je suis en position par exemple acheteuse sur l'euro-dollar, je gagne actuellement 100 pips, hein, je sais qu'une statistique va être publiée dans 5 minutes, je sais qu'elle peut influencer mon gain, hein, et je veux pas qu'elle l'influence négativement, hein. Donc moi ce que j'aimerais, c'est que la statistique soit pas publiée, mais c'est pas possible. Donc je vais essayer de trouver un mécanisme financier pour annuler complètement l'impact de cette publication statistique sur ma prise de position. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre une position inverse à ma position en cours, hein. Donc, si j'étais acheteur d'euro-dollar, je vais prendre une deuxième position. En plus de l'achat, je vais être simultanément vendeur d'euro-dollar, hein. Et une fois que la statistique est publiée et une fois qu'on connaît la direction du marché, on abandonne la position qui est pas dans le sens de la tendance, hein. Donc ça, c'est le hedging. On va faire un exemple tout de suite, mais je tiens quand même à préciser que le mieux, le plus simple, surtout en tant que débutant, ça reste d'éviter d'être en position avant les statistiques. Donc bien sûr, si vous êtes en position depuis plusieurs heures, que vous voulez garder la position, etc., ça vaut le coup de faire du hedging. Mais si vous voyez un signal 5 minutes avant une publication, autant attendre après la publication, hein, pour pouvoir refaire une analyse plutôt que de suivre le signal et de se couvrir ensuite pour pouvoir être protégé de la statistique. Bon, ça a un peu aucun sens, hein. Donc l'idéal, c'est quand même de ne pas être en position avant la publication statistique. Donc, petit exemple, dans la pratique, je détiens une position acheteuse d'euro-dollar à plus 100 pips et je souhaite me protéger d'une publication. Donc, je prends une position à la vente sur l'euro-dollar pour la même quantité, hein, et on va voir ce qui se passe. Donc le résultat, si après la statistique j'ai une hausse de 50 pips, ma première position qui était déjà gagnante, ma première position acheteuse, hein, qui était déjà gagnante de 100 pips va être gagnante de 150 pips, hein. Les 100 pips que je gagnais déjà, plus les 50 pips que la devise a encore gagné, hein. Par contre, ma position 2, ma vente, hein, la vente que j'ai prise juste avant, la position inverse que j'ai prise juste avant, elle est à moins 50 pips, hein. Forcément, j'ai pris une vente et ça a augmenté de 50 pips, hein, donc je perds 50 pips. Au total, je gagne 150 pips sur une position et je perds 50 pour une autre, donc je gagne 100 pips, comme avant la publication statistique. Donc j'ai figé le résultat. Qu'est-ce qui se passe si à l'inverse, au lieu de monter de 50 pips, j'ai une baisse de 50 pips? Ma première position qui était gagnante de 100 n'est plus gagnante que de 50, hein. Vu que j'étais gagnant de 100, j'ai perdu 50, me reste 50. Par contre, ma deuxième position, la vente, elle est gagnante de 50 pips, hein, parce que on a baissé de 50 pips, hein. Donc les résultats, c'est position 1, 50 pips, position 2, 50 pips, le total, c'est 100 pips, hein. Donc on voit bien que grâce à cette technique, quelle que soit l'évolution d'une devise face à une statistique, hein, vous figez le résultat que vous avez avant la publication statistique, hein. C'est en gros une police d'assurance contre un éventuel impact négatif de la statistique, hein. Alors ça coûte bien sûr un manque à gagner parce que concrètement, dans le premier cas, le cas favorable, si vous étiez pas couvert, hein, si vous n'aviez pas pris une couverture, hein, vous auriez pas gagné 100 pips, hein, vous auriez gagné 150 pips, hein. Mais c'est le cœur de la finance, hein. Plus vous risquez, plus vous avez un potentiel de gain, hein. Donc là, si vous vous couvrez pas avant une position, vous prenez un gros risque,
mais effectivement, ça vous permet de gagner 50 pips de plus. À l'inverse, on voit que prendre cette assurance, ça peut être utile si ça va pas dans notre sens, parce que au final, si la statistique avait fait baisser de 50 pips la devise, bon là on aurait pu gagner 100 pips, on aurait perdu 50 pips. Donc c'est ça le principe de l'assurance, c'est on paye pour quelque chose qui va peut-être au final être un manque à gagner. Mais on va être bien content d'avoir ça le jour où on en a besoin. Donc en gros, ça permet de gommer l'impact des publications statistiques. Tout ce qu'il faut faire, c'est pas oublier de fermer la position qui est pas dans le bon sens après la publication de statistiques, parce que sinon on a un résultat qui est figé à l'infini. À chaque fois qu'on va gagner un pip sur une position, on va en perdre un sur une autre, un sur l'autre. Donc tout va se compenser et ça bougera plus du tout. Donc on se couvre en prenant une position inverse juste avant la publication statistique, on attend l'impact de la statistique, on ferme la mauvaise position et on continue. On va maintenant faire un point sur les statistiques les plus importantes. Donc on a les chiffres du PIB, les chiffres des taux de chômage, les discours des banques centrales, les notes des dettes, comme on l'a vu, les indices de production, les indices immobiliers, surtout aux États-Unis, tous les chiffres qui concernent la consommation, donc vente au détail, consommation des ménages, etc. Parce que la consommation est une des composantes principales de la croissance dans les pays développés. Pour plus de détails là-dessus, je vous invite déjà à consulter les calendriers économiques et je vous invite aussi à vous reporter au dictionnaire des statistiques les plus importantes qu'on vous a offert dans le cadre de cette formation, l'Université du Forex. On va maintenant conclure sur ce module sur l'analyse fondamentale, en rappelant que l'analyse fondamentale, elle est difficilement utilisable pour prendre des positions. On a vu que ça avait une influence sur le Forex et ça avait une influence sur nos positions, mais on ne peut pas se baser là-dessus réellement pour prendre des décisions. Ça permet toutefois de tenir compte d'un contexte qui peut influencer les prises de position, notamment savoir si le marché est plutôt optimiste ou pessimiste. Ça peut vraiment aider. Donc pour savoir si le marché est pessimiste ou optimiste, on a plusieurs indices. Déjà, on peut regarder le comportement de la paire euro-dollar face aux statistiques américaines, comme on l'a vu. Si l'euro-dollar monte après une statistique américaine satisfaisante, c'est que le marché est plutôt optimiste. Et on peut aussi regarder les marchés actions. En général, on considère que si les marchés actions montent, on a un marché qui est plutôt optimiste. Et si le marché est optimiste sur les actions, il a en général de bonnes chances de l'être sur le Forex aussi. Tout est interconnecté. C'est donc très important de suivre l'actualité du Forex, mais il faut garder en tête que l'essentiel du travail du trader, ça se situera sur les graphiques. Pourquoi? Parce que c'est là qu'on prend nos décisions de trading. L'analyse fondamentale, c'est un plus. L'analyse fondamentale, ça peut être indispensable dans le cadre du calendrier économique, par exemple, parce qu'on peut invalider des analyses techniques avec des publications statistiques, mais on passe pas son temps à faire de l'analyse fondamentale. Et si vous voulez des chiffres, on peut dire qu'un trader forex particulier qui travaille de chez lui pour son compte, il devrait passer environ 30% de son temps à s'informer sur l'analyse fondamentale et 70% à travailler à ces graphiques. Donc on va continuer à rappeler quelques points. On va rappeler que certaines statistiques peuvent être très très influentes et qu'il va falloir se tenir donc au courant du calendrier économique. Pourquoi? Parce que les statistiques peuvent tout simplement faire décaler violemment les cours et invalider les publications de statistiques. Et il peut être aussi très dangereux de tenter de profiter des publications de statistiques en temps réel. Donc voilà pour cette petite introduction, on va dire, à l'analyse fondamentale. On développera pas plus ce thème dans cette formation parce que au final, on en reviendrait à des études d'économie, c'est-à-dire que on pourrait étudier ça à l'infini, faire un doctorat d'économie, c'est faire un doctorat d'analyse fondamentale en gros. On va simplement s'intéresser à retirer de tout ça ce qui nous sert dans le cadre de notre trading en tant que particulier. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut retenir que les taux d'intérêt
c'est la donnée majeure qui peut influencer, c'est la donnée fondamentale majeure qui peut influencer les statistiques, les paires de devises, à savoir que des taux d'intérêt qui augmentent vont en général profiter à la devise concernée parce que ça va attirer des opérations de carry trading, comme on l'a vu, et ça va donner lieu à des arrivées de capitaux qui vont mécaniquement profiter à la devise. On doit également retenir que quand on analyse une statistique, on l'analyse par rapport au consensus. On ne se dit pas simplement est-ce qu'une statistique est bonne ou mauvaise, on se dit est-ce qu'une statistique est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle. Est-ce qu'elle est supérieure ou inférieure à ce qu'avaient prévu les économistes, hein. Et donc on s'en fiche un petit peu qu'un chiffre soit mauvais. Si on anticipait encore plus mauvais, bah, ça en fait une bonne nouvelle, hein. Donc ça c'est important. Ce qu'il faut aussi retenir, c'est qu'il y a deux grandes catégories de devises, hein. Il y a les devises plutôt spéculatives et il y a les devises refuges, hein. Donc dans les devises plutôt spéculatives, on a notamment l'euro, hein, c'est celle qui nous intéresse le plus, et dans les devises plutôt refuges, on a le dollar, hein, la devise refuge par excellence, mais également le franc suisse et le yen, hein. Et en ce qui concerne les publications statistiques, donc on rappellera, hein, pour finir, qu'il faut se tenir au courant du calendrier, il faut savoir quand les statistiques vont être publiées, et puis il faut savoir éventuellement s'en protéger si on est déjà en position grâce au hedging. Donc on en a maintenant terminé avec ce module complémentaire à cette formation, hein, qui concerne l'analyse fondamentale, qui fait ni partie du travail de l'analyste, ni partie du travail du trader, hein. C'est on va dire, un espèce de préalable, hein, qu'on aurait pu, pourquoi pas, mettre dans l'introduction. Mais bon, c'est quand même quelque chose qui peut être potentiellement trop influent pour que ça soit traité par-dessus la jambe, hein. Donc c'est pour ça qu'on a voulu développer ça dans une leçon dédiée, même si ça concerne évidemment pas directement le trading sur le forex, hein. On va par contre maintenant repasser à des choses beaucoup plus concrètes, avec une petite conclusion de toute la formation dans une prochaine vidéo, et puis on passera ensuite à la dernière partie de la formation qui concerne les mises en application sur une plateforme de trading, de la méthode de trading qu'on vous a présentée dans la leçon concernée.